Il est 8h et ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission d'Azur Décryptage, 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour également au juge au siège Benabou Majoufrawa. Bienvenue. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Plus de 237 000 personnes ont été contraintes de fuir leur localité depuis le début de l'année au Burkina Faso et cela porte le nombre des déplacés internes à plus de 1 300 000 personnes. On note également que plus de 271 communes du Burkina sont concernées par la situation, des chiffres qui ont été donnés lors du compte-rendu du dernier Conseil des ministres. C'est le premier sujet enrôlé pour cette dernière convocation de la semaine. En deuxième partie, nous allons nous intéresser au feuilleton judiciaire affaire Norbert Zongue, également la demande d'extradition de François Compaoré. La décision du Conseil d'État français attendue dans 2 semaines. Mais ce qui fâche les autorités burkinabées, c'est la ligne de défense des avocats du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. En effet, ces derniers estiment que si François Compaoré est extradé au Burkina Faso, il sera tué en cellule. Analyse et décryptage des juges dans un instant, mais ça sera après les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette dernière convocation de la semaine? Alors, ce qui a retenu notre attention pour cette dernière convocation de la semaine, c'est la Côte d'Ivoire avec comment on appelle ça, la rencontre qui a eu lieu là-bas. Le président du Faso hier, il a même été présenté, également encouragé la famille de feu Ahmed Bakayoko, qui était son ami. Bon, c'est sûr que les yeux, les oreilles de Burkinabé, Cécile, également, il aurait un entretien avec Blaise Compaoré. Ça, il faut dire qu'il y en a qui attendent pour réagir d'une façon ou d'une autre, et c'est ainsi. On se rappelle que M. Diabré, quand il y est allé en audience, donc sur proposition, en tout cas, pour ne pas dire suggestion des autorités ivoiriennes, il est allé rencontrer le président Blaise Compaoré. Après, on a l'impression que l'information devait être cachée ou pas, mais bon, il a dit, ce n'est pas lui qui a demandé, c'était à la demande des autorités ivoiriennes. Je crois également qu'Alassane, en le faisant, savait pourquoi il a fait. C'est aussi pour que l'on puisse voir les conditions dans lesquelles Blaise Compaoré vit. Comment est-ce qu'il va physiquement, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne va pas bien. Ça permet également à une autorité burkinabé de regarder l'ancien président en face et savoir comment s'en tenir. Et ensuite, il y a de pouvoir maintenant à son retour mettre cette préoccupation dans l'élan de la réconciliation nationale amorcée. Et donc, je crois également que les autorités ivoiriennes en son temps n'ont pas insisté pour que M. Diabré rencontre Blaise Compaoré pour rien. Parce que, en tout cas, de ce que nous revient dans le chronogramme, il n'était pas prévu la visite de M. Diabré. Il ne l'avait pas au programme. Et quand les informations sont arrivées à Ouagadougou, certaines autorités, même jusqu'au palais présidentiel, avaient dit que c'était une fausse information, qu'il ne l'a pas rencontré parce que ça ne figurait pas également, effectivement, dans l'agenda. Donc, c'est-à-dire, vous arrivez au regard de la réalité, bon, on peut effectivement mettre un contenu, ajouter du contenu à votre agenda. Est-ce que cette fois-ci, ça va l'être ou ça ne va pas l'être? Ou bien dans la délégation, un émissaire ira pour présenter également ses civilités à l'ancien président? Franchement, je ne sais pas. Mais on se rappelle aussi que lors du premier TAC à Yamoussoukro, donc le premier TAC du premier mandat de Roch-Marc Christian Kaboré, les informations avaient fusé qu'il avait vu Blaise Compaoré. On se rappelait de comment est-ce que ça a été chaud sur les autorités entre griffes en son temps, où le ministre Alpha Bari a enchaîné la même soirée plusieurs plateaux de télé et radio pour expliquer que ce n'est pas vrai, c'est une fausse information, qui quitte un plateau de télé à 19h30 pour continuer sur la chaîne de télévision nationale à 20h. Toute cette course-là, c'était pour dire au Burkinabé, c'est pas vrai, il l'a pas vu. Comme si, effectivement, si le président Roch voyait le président Blaise Compaoré en son temps, c'est comme s'il était allé voir Satan. C'était un niveau où la pression aussi, la tension était trop, parce qu'on venait également de sortir de la transition. On venait également de sortir d'un coup d'État qui n'avait pas
duré. Et puis on avait aussi essuyé des attaques terroristes sur notre sol. Et donc le climat aussi était tendu. Là, le contexte était compliqué. Donc, mais aujourd'hui, je dis bien, les choses ont évolué. Est-ce qu'il le verra, est-ce qu'il ne le verra pas? Ça, c'est une question, une interrogation qui reste posée. Mais dans la tradition, c'est parce que bon, Blaise, lui, il est dans une condition compliquée. Sinon, dans la tradition des chefs d'État, dans les voyages officiels, ils rendent visite toujours aux anciens chefs d'État. Mais ce n'est pas dans le chronogramme officiel. Pour ne pas faire de l'ombre au président qui est là. Mais là, je dis bien, c'est dans un contexte très différent. D'accord. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci Président. Ce qui va m'intéresser, c'est l'actualité béninoise, avec la comparution devant la criette de Joël Aïvo, qui est opposant béninois, constitutionnaliste comme on le connaît. Et quand on parle de la criette, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et après 3 mois de prison, donc il a été présenté devant cette criette-là. Et puis bizarrement, là, du côté du ministère public, l'on demande à la Cour de se déclarer incompétente. On sait que ce qui devait prévaloir sur le flagrant délit, et c'est ce qui avait été défendu par le procureur au départ, et là maintenant il veut passer à un genre d'instruction, et donc il veut changer un peu sa procédure du début. Et les avocats qui ont opposé beaucoup de doutes, parce que si c'était la question du flagrant délit, 72 heures suffisaient à pouvoir se prononcer là-dessus, mais on est à 3 mois et on demande de revoir les choses, même dans le fond. Donc ça pose beaucoup de problèmes parce que depuis le début, c'est présenté comme un procès politique. Étant entendu que quand on parle du Bénin, remarquez bien, le président Talon, dont on parlait d'ailleurs hier en avant-propos, a fait aussi de la justice un genre d'instrument. Ça, il ne faudrait pas l'appeler autrement. Un instrument qui lui permet d'écarter ses profondeurs, d'écarter, même dans la course à la présidentielle, ceux qui auraient pu l'inquiéter d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce Bénin-là qui est en train de donner ce visage-là aujourd'hui, qui n'est pas forcément réduisant. Et la comparution d'hier, pour moi, vient encore ajouter de l'eau au moulin de ceux qui pensaient très clairement que au Bénin, il ne fait pas bon d'être opposant. Et au Bénin, et la question de l'expression d'une démocratie claire, il faut encore faire beaucoup d'efforts. On a un président Talon qui dit oui, je veux pas faire 3 mandats, qui se positionne comme étant le champ de la démocratie. Mais je pense que en la matière, il y a encore beaucoup de leçons qu'il a à recevoir et la justice ne peut être instrumentalisée ainsi. En tout cas, des exemples qu'on a, c'est pas réluisant pour ce Bénin. Merci, messieurs les juges. On ferme cette page des avant-propos pour s'intéresser au premier sujet enrôlé pour cette convocation. Et je le disais à l'entame de cette émission, le Burkina Faso a franchi la barre des 1 300 000 déplacés internes, des chiffres qui ont été donnés par le ministre porte-parole du gouvernement lors du compte-rendu du dernier Conseil des ministres. Juge Bougma, ce sont des chiffres qui montrent, je dirais, l'autre facette de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Oui, c'est le visage hideux des attaques terroristes et la preuve matérielle qu'effectivement il y a un boulot qui doit être mieux fait que par rapport à ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce que quand des gens seront obligés de quitter leur lopin de terre, terre sur lesquelles ils gagnaient leur pitance quotidienne, pour aller vivre sur une tente estampillée HR, ou bien ministère de l'Action sociale, attendant un kit, ou bien un bidon d'huile, sans savoir quand est-ce que d'ailleurs il va repartir, c'est un désarroi. C'est pas aussi simple à vivre. Donc tant que ces personnes seront déplacées, c'est aussi la preuve que le terrain n'est pas totalement maîtrisé. Donc il y a eu des tentatives pour que d'autres départs se réinstallent par l'action des VDP, mais des localités qui risquent encore également d'être encore récupérées par les terroristes. C'est vrai que ces derniers temps, les informations qui remontent par rapport aux opérations conjointes VDP, Forces de défense et de sécurité, il y a un regain qui est en train de se faire sur le terrain en faveur de forces armées burkinabées, donc avec les VDP. Mais je dis bien que ça s'étend aussi à d'autres localités. Donc après le Sahel, un peu une partie de la région du Nord, là,
Maintenant, il y a l'Est aussi, où il y a effectivement ces déplacés-là. Donc ça craint, parce que ça prend des proportions, et puisque c'est en train de contaminer également d'autres localités. Et après Solhan, donc vous voyez là-bas également, c'est un autre pan de déplacés internes qui vient grossir les rangs des déplacés. Donc je dis bien, c'est la preuve que la situation, effectivement, à un moment donné, a connu un regain des activités, comment on appelle ça, des attaques terroristes, entraînant effectivement ce flux de déplacés internes. D'accord. Alors, quand on regarde de très près les chiffres, alors le porte-parole du gouvernement note qu'il y a plus de 270 communes qui sont concernées par la situation. Et depuis le début de l'année, c'est plus de 230 000 personnes qui ont été déplacées, contraintes de quitter leur localité. Juste voilà, ce sont des chiffres qui interpellent et qui demandent à l'action. Non, ça c'est la claire photographie de ce qu'on a, de notre réalité burkinabé face aux terroristes. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, si ce n'est que c'est même pas une piqûre de rappel, mais pour moi c'est une situation qui demande à ce qu'on puisse vraiment calibrer de façon meilleure notre offre face à ce terrorisme-là. Maintenant, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, avec ceux qui ont fait leur sortie côté majorité, qui accusaient certains d'être les parrains juste parce qu'ils interpellaient sur les questions sécuritaires. Je ne sais pas si le point qui est là, celui qui l'a fait, lui aussi devient parrain des terroristes, seulement parce qu'il plaque une vérité ou parce que c'est une réalité. Non, il y a un problème. Et le problème, il faut d'abord en faire un bon diagnostic, le reconnaître, et puis après maintenant adresser les bons remèdes. Quand vous n'acceptez pas de reconnaître le stupidité dans laquelle vous êtes, je pense que le remède aussi ne peut pas aller avec. Tout part du diagnostic. Et à la vérité, 1 million combien 300 000. 300 000. Donc on est à quoi? Un peu plus de 300 000 en 6 mois. Mais ça encore, je suis désolé, c'est même pas la claire photographie des choses. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? On a décidé que quand vous venez vers Ouagadougou, mais certaines villes, vous n'êtes plus déplacés internes. Combien de personnes ont fait venir leur famille? Parce que bon, ils se disent que les garder dans des camps de déplacés internes, là, ça ne va pas résoudre la situation. Et d'autant plus que là-bas, la façon de vivre n'est pas si aisée. Mais ceux-là, ils ne sont plus comptabilisés. Donc, à la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus... C'est-à-dire le nombre de déplacés internes, c'est beaucoup plus nombreux que ça. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Je pense que Nana de VDP là, nous disait que 30% du territoire là, échappe aux mains de notre État. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez que, à part les grandes villes là, le reste c'est des populations en milieu rural. Donc, vous comprenez en définitive les conséquences que cela a. Et je dis, le problème c'est comment est-ce qu'on inverse la tendance. Parce que la question du terrorisme, il n'y a pas un coup de baguette magique. Ça, tout le monde en est conscient. C'est petit à petit qu'on reprend du terrain, petit à petit qu'on reprend du poil de la bête. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, et c'est ça qui fait un peu mal, c'est que on continue de compter encore plus de déplacés, on continue de compter encore plus de zones qui échappent à nos mains. Vous vous rappelez, quand on recevait notre confrère ici, de Goulmou, c'était Info, non? Qu'est-ce qu'il nous disait? Ça a fait mal, mais c'est la vérité. Des contrées où vous arrivez, il y a un drapeau, ce n'est pas le drapeau du Burkina qui plane en l'air. Pour entrer, vous coupez votre pantalon, sinon vous ne pouvez pas passer. Ce qui est appliqué, c'est une charia. L'État n'existe pas là-bas. Tout le monde paie l'impôt selon la charia. Et l'école est transformée en administration pour ça. C'est plus le Burkina. Donc quand on a ces territoires-là comme ça, sous notre sol, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Et quand on a Madjouari avec les craintes qu'il y avait, c'est-à-dire qu'une partie du territoire qui est carrément coupée et sur laquelle il y a un embargo qui est mis par certaines forces.
Donc vous verrez que tous ceux qui sont aux alentours, ceux qui arriveront à y échapper, lorsqu'ils donneraient le témoignage, les gens vont partir. Et ça, il faut une réponse forte. Sinon, les déplacés et le nombre, on va continuer de les compter. Et ça, vraiment, ça ne fera que... Désolé, ça c'est une réalité. Alors, on parle des chiffres, hein. 60% de ces déplacés internes sont des enfants. Pour les femmes, on parle un peu de 23,4% également concernés par cette situation-là. Cela veut dire qu'il faut une réponse, mais une réponse adaptée à la situation et au regard de ce qu'on a comme contexte. Oui, mais ça c'est aussi à l'image de la population burkinabé, elle est très jeune. Donc c'est symptomatique comme on appelle ça, de l'image générale de notre population. Les jeunes sont plus nombreux, les femmes. Donc en réalité, cette caricature-là, elle est juste parce que c'est l'image aussi du Burkina avec une population très jeune, qui est placée d'ailleurs parmi les populations les plus jeunes de la planète. Je vous ferai donner notre rang d'ailleurs la dernière fois. Donc, 9e au monde. Voilà, 9e au monde. 44,7% de notre population qui a moins de 15 ans. Qui a moins de 15 ans. Donc c'est naturel qu'il y ait beaucoup de jeunes. Maintenant, effectivement, dans la réponse, c'est de tenir compte de ces jeunes-là dans cette réponse-là. Il y en a, l'école, c'est fini, ou du moins suspendu. Pour certains, il faut trouver une solution. Mais comment est-ce qu'on trouve une solution dans ces conditions? Quel encadrement, quelle formation adaptée pour ces jeunes-là? Pour certains qui étaient déjà abonnés à la terre ou qui étaient des bergers qui géraient le troupeau familial. Donc ces jeunes, il y en a aussi certainement qui se débrouillaient dans les marchés et arts des villages à travers le commerce de bétail ou de volailles ou qui géraient leur petite boutique. Donc il y a ces jeunes-là également. Maintenant, aujourd'hui, quand c'est un déplacé interne, comment est-ce qu'on le prend en charge? Parce qu'il y a quelqu'un qui, quand il regarde devant lui, dit mais l'avenir, je ne vois rien. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de l'espoir? Donc cet encadrement psychologique. Et en même temps, un outillage à un métier et à quel métier et dans quelles conditions, dans quel atelier, parce qu'il y a toutes ces choses-là à régler. Alors que c'est important de tenir compte de tout ça dans la réponse. Donc vous êtes là, c'est un jeune qui vit sa jeunesse, qui est vraiment dynamique, mais qui ne peut pas bouger. Qui est assis, qui regarde impuissant. Alors qu'il y a des choses qu'il peut faire, mais il ne peut pas. Parce que voilà, il est contraint de quitter les terres, caressant l'espoir que du jour au lendemain, il aura une bonne nouvelle. Donc c'est toute une génération également comment on appelle ça, une génération qui fait face à une situation difficile, qui à un moment donné risque d'être un maillon manquant de notre chaîne. Si effectivement on n'a pas su trouver l'encadrement nécessaire, on n'a pas su trouver le génie nécessaire pour effectivement les réorienter. Et là, je suis d'accord avec vous qu'il faut tenir compte de l'âge et de ces réalités de terrain-là comment on appelle ça, dans la riposte et dans la gestion effectivement des personnes déplacées internes. Alors, la question de la sécurité aujourd'hui mobilise toutes les forces et toutes les couches de la société. Mais quand on prend un autre point qui est la question humanitaire et la prise en charge, on a comme l'impression qu'on a du mal à mettre en route la chaîne de la solidarité vers ces personnes-là. Est-ce que c'est un manque de prise de conscience? Est-ce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation là-dessus? Finalement, comment il faut percevoir finalement la situation? Non, la question de la prise en charge, c'est clair que ça va peser, notamment dans un pays où je dis très souvent où on est partagé entre le primordial, le nécessaire et pratiquement même le vital. Donc ça fait que c'est très compliqué. Maintenant, pour moi, il y a l'effort qu'on demande très souvent au Burkinabé. On a lancé des initiatives, l'Assemblée nationale et tout. Et quand vous regardez même, je rappelais la question du dialogue politique de 2019 dans ses recommandations, demandait encore au Burkinabé de faire des efforts et qu'il y ait une organisation bien pensée pour pouvoir donc collecter et puis reverser ces choses-là aux déplacés internes et tout. Mais au-delà de cela, vous savez, la prise en charge, ou bien la prise en charge en tout cas, de personnes sur leur propre sol n'est jamais la solution. La solution définitive, là, c'est de leur permettre de regagner leur quotidien, de regagner le lieu d'habitation. Et ça va d'abord avec une bonne réponse au terrorisme.
Vous avez vu dans les reportages qu'on partageait, avec les VDP, dans beaucoup de contrées, les personnes arrivaient à revenir s'installer. Mais parce que il n'y a pas d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas cette force-là qui devrait venir après, eh bien, les mêmes Annie là, je parle des hommes armés non identifiés là, ces mêmes personnes-là reviennent encore, parviennent à repousser encore. Donc vous ne pouvez pas revenir vous installer, repartir, revenir. À un moment donné, vous dites, ah, c'est pas mieux, je vais attendre si c'est vraiment calme, je vais repartir. Parce que les demi-bonheurs n'en sont vraiment pas en tant que tels. Et c'est ça aussi la réalité. Il faut un effort concret pour que ces personnes puissent retourner chez elles. Et ça devrait être dans une stratégie vraiment progressive. Et tant qu'il n'y a pas ça, s'occuper de ces personnes-là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. D'autant plus qu'on n'a pas forcément les moyens pour. Et puis, les conditions dans lesquelles on les mettra pendant des mois et des mois, c'est un inconfort et rien d'autre. Personne ne peut être à l'aise en train d'étendre la main matin, midi et soir et attendre de savoir, selon le camion qui va rentrer, quel sera le menu du midi ou bien le menu du soir. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est des Burkinabés autant que nous le sommes. Et si nous nous levons le matin et nous nous battons pour nos familles, c'est des gens qui ont envie de se battre pour des familles. C'est des gens qui le faisaient avant. Mais en tant que déplacés internes, vous vivez du matin au soir dans un camp sans possibilité de pouvoir faire autre chose. C'est un peu compliqué. Et vous connaissez la réalité. Et je pense que beaucoup de nos reportages ont déjà permis de le ressortir. Ces femmes qui aujourd'hui sont contentes d'aller faire de la prostitution pour venir nourrir la petite famille. Donc petit à petit, ça devient vraiment difficile comme situation. Quand on parle de femmes, n'oublions pas que pour ce qui est des hommes, ou même de ceux qui ont un certain âge, c'est plutôt la tentation de s'adonner à des pratiques qui peuvent être condamnables du point de vue de la loi pour avoir quelques sous et puis revenir. Parce que la situation n'est pas seulement qu'un inconfort, mais c'est même terrible. Et donc, je dis, les maintenir dans cette situation-là, c'est ingérable, et pour l'État, et pour ces personnes-là elles-mêmes. À un moment donné, il faudrait que la réponse à la question sécurité, la réponse qu'on a choisie, nous, pour pouvoir reloger nos déplacés internes chez elles, il faudrait que ces réponses-là viennent. C'est la seule solution. Sinon, compter sur telle ONG, compter sur ce qu'on aura collecté et tout, ça ne va jamais résoudre quoi que ce soit. Et maintenant, dans ce principe, dans encore le peu qu'on a, on apprend encore les questions de détournement. Voilà d'autres problèmes dans le problème. C'est-à-dire que les gens ne gagnent même pas à manger. Il y en a qui trouvent le moyen de détourner ce qui devrait leur revenir. Et puis on est là, on est assis. C'est vrai qu'il y a des cas où certains ont été déposés et tout. Mais si on en arrive à ce type de comportement-là, c'est parce que dans la chaîne, il y a un manque de rigueur, il y a un certain laisser-aller. Et ça, il faudrait qu'on regarde très bien là-dedans et qu'on sévisse lorsque des cas donc, arrivent à être épinglés. D'accord. Alors, Juge Vara le disait, on a vu et constaté quelques dérives dans la question de prise en charge des déplacés internes, des vivres qui se sont retrouvés sur le marché et de façon illégale. Est-ce que ce ne sont pas justement ces petits aspects-là qui font qu'on a du mal, je dirais, à fédérer les énergies autour de la question de solidarité vers les personnes déplacées internes? Par le passé, avec ce qu'on a connu en 2009, la question des inondations, on a vu cet élan de solidarité, mais pourquoi pour ce cas, si on a du mal à mettre en route, je dirais, cette question-là envers les déplacés internes? Je vois que vous minimisez la situation quand vous parlez de petits aspects. Non, ce ne sont pas de petits aspects, c'est très grave. Les gens sont en train de construire leur villa sur le dos des PDI. Les gens sont en train de... Non, c'est pas... Mais c'est très grave. Et là, c'est vrai, il y a des gens qui ont été déjà déposés. Il y a d'autres dont les enquêtes sont bouclées. Et donc, il y a un... il paraîtrait qu'il y a un aussi... ou il y a deux formellement identifiés aussi dans un secteur au niveau de Kaya. Mais c'est grave, ces gens-là. Ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, c'est dit que... Mais en principe, ça ne devrait pas refroidir les ardeurs, les élans de solidarité. Sauf qu'ici, la chaîne de solidarité se manifeste de deux façons. Vous levez volontairement pour le faire, ou bien il y a des organisations aussi qui le font, ou c'est le ministère par le plaidoyer et tout.
Maintenant, une organisation grandeur nature, grande échelle, ce n'est pas des initiatives qui ont manqué. Et même le ministère a lancé plusieurs initiatives. Je crois qu'il y a des comptes bancaires pour ça. Il y a des numéros de mobile banking, donc pour les numéros de téléphonie mobile, qui sont là pour ça. Donc ceux qui veulent faire les dons savent où s'adresser. Donc savent à qui s'adresser pour effectivement faire ces dons-là. Maintenant, il y en a qui ne font plus avec grand renfort de presse. Parce qu'il y en a aussi qui en ont fait un objet de marketing social ou politique, en fonction des objectifs. Les ONG font du marketing social pour leur propre pub. Les hommes politiques, naturellement, c'est du marketing politique. Donc, il y en a qui font un marketing derrière pour avoir des gains, pour avoir choses. Donc, il y a ce calcul-là aussi. Mais il y a d'autres qui le font discrètement, et c'est les plus nombreux d'ailleurs. Dans des cercles d'ailleurs fermés, à travers des associations confessionnelles ou laïques, mais c'est discret, sans tambour ni trompette, qui remettent également à des répondants sur place. Sur place, ça peut être des entités religieuses, tout comme des relais également des mêmes associations. J'en connais plein qui s'organisent, mais qui partent remettre à telle entité religieuse qui est sur place, dit bon, écoutez, vous prenez ça, parce que vous savez aussi que la porte des religieux, actuellement, elle est constamment frappée par les PDI. Les pasteurs, les prêtres, les imams, il y a beaucoup de personnes qui viennent les voir. Dans ces zones-là où il y a les déplacés, qui au quotidien doivent se débrouiller pour régler des questions d'ordonnance, d'autres c'est comment on appelle ça, c'est de la nourriture, et les plus nombreux aussi c'est les cas d'ordonnance vraiment. Où des gens, il y a un problème de trucs qui viennent tendre l'ordonnance et puis bon, il faut se débrouiller pour trouver. Donc, ces leaders qui sont dans ces localités-là aussi ont besoin d'un renfort. Il y en a qui le savent, donc qui le font discrètement, j'ai dit bien sans tambour ni trompette, personne ne saura. Maintenant, il y a maintenant un aspect qui manque, c'est aussi la transparence de la gestion. On devrait pouvoir, quand on a donné les chiffres, les derniers chiffres, si on avait su combien ont été d'argent mobilisé, les Burkinabés ont pu mobiliser combien, l'État lui-même, à travers le ministère qui s'occupe de ces questions, le CONASUR et autres, ils ont pu mobiliser combien, ce qui est venu d'ailleurs comme solidarité internationale, c'est combien, ce qui est venu par le biais des ONG, c'est combien, et avec le point, on est à quel tonnage de céréales, il reste combien de francs CFA. Je pense que ça peut participer pour que les uns et les autres prennent conscience de l'ampleur qu'il y a effectivement une crise humanitaire entre griffes. Parce que dans la dénomination d'ailleurs du ministère, là, il y a action humanitaire dedans. Donc que le côté humanitaire également des Burkinabés puisse être fouetté. Mais aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui n'ont pas encore pu donner quoi que ce soit pour ces personnes-là. Tout simplement parce que cet élu n'est jamais venu en tête de dire, ah tiens, je peux faire quelque chose, mais où est-ce que je peux aller faire? Ça ne l'intéresse pas. Alors que ces gens ressortis avec des points bien faits, de façon transparente, et en même temps demander la solidarité des Burkinabés, ça peut aider dans la mobilisation. J'ose croire qu'on aura ce bilan très bientôt, ou au prochain point, on aura effectivement ce bilan. Une stratégie pour canaliser toutes ces énergies et ces initiatives. Tout à fait, alors que c'est très important de savoir. C'est très important de savoir, parce que quand vous donnez les chiffres, ça permet à des gens qui sont dans leur salon, qui suivent la radio, la télé, qui lisent un journal, de dire attention, c'est ça, jusqu'à présent, je n'ai rien donné. Alors que chaque jour, je dis qu'à attaque terroriste, je parle des personnes déplacées internes. Mais moi, j'ai donné quoi? Attends, tiens, j'ai 5 000, j'ai 10 000, j'ai 500 francs, j'ai 100 francs. Mais c'est où on peut aller donner? Puisque en même temps, on va rappeler où est-ce qu'on peut aller donner. Et puis, il court discrètement, il remet, et puis il continue. Mais là, comme ceux qui gouvernent oublient ce côté redevabilité, ça joue, j'ai dit bien, moi de mon point de vue aussi, ça joue sur la mobilisation des ressources pour ces personnes-là. Alors qu'il le faut, surtout à l'ère des réseaux sociaux, sur une page, avec, comment on appelle ça, un bon graphiste, il vous met ces résumés-là, et puis bon, voilà, on publie, et puis les gens sachent que, vont savoir qu'il y a effectivement un travail qui est fait, et tout. Mais, alors que pendant le 1er septembre, ce point-là a été fait.
la contribution des acteurs, des ONG à caractère humanitaire, que ce soit des ONG confessionnelles ou laïques, c'est une solidarité qui a... Voilà. Mais ici, ça se fait attendre. En tout cas, je crois qu'il est même de l'intérêt du ministère de faire ces points réguliers. Ça va contribuer, de mon point de vue aussi, à pouvoir créer le déclic pour que les gens se disent « Ah, attention, c'est vrai, on peut contribuer, je peux contribuer ». Ok. Situation sécuritaire et prise en charge des personnes déplacées internes. C'était le premier sujet enrôlé pour cette convocation. Nous allons nous intéresser à l'affaire Norbert Zongo et notamment la demande d'extradition de François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Et je le disais, la décision du Conseil d'État français est attendue dans 2 semaines. Mais ce qui fâche les autorités burkinabées, c'est notamment la Ligue de défense des avocats de ce dernier-là. Ils estiment que la garantie côté sécuritaire de leur client n'est pas assurée. Et ils vont plus loin, ils disent, je cite, « Si François Compaoré est extradé au Burkina Faso, il sera tué en cellule ». Alors, juge va, quand vous entendez cela et vous voyez la réponse de la justice burkinabé, notamment après cette sortie-là, quelle réaction on peut avoir? Bon, la réaction, c'est que sûrement que François Compaoré, M. François Compaoré et ses avocats savent de quoi ils parlent. Et puis, sinon, c'est la justice qu'ils ont laissée ici, là. C'est la même justice là qui est là. Les prisons qu'ils ont laissées là. Dans les états dans lesquels ils ont laissé les prisons là. Ça n'a pas changé. Hein. M. François Compaoré connaît Mako là, il connaît bien. C'est les mêmes prisons là. Ils ne l'ont pas amélioré. C'est encore comme ça. C'est vrai, je suis d'accord. Les conditions de détention, aller à la Mako, c'est pas réduisant. Ça, c'est une réalité. C'est pas réduisant pour tout Burkinabé qui y va en tout cas. Maintenant, je sais que pour un prisonnier de sa trempe, et pour ceux qu'on a aussi dans les geôles à la Mako, ils ne sont pas logés à la même enseigne que les voleurs de poulet, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire les petits malfrats. Donc, oui, ça, c'est vrai qu'il ne sera pas comme dans ces hôtels 4 étoiles, non. Mais c'est la même Mako, là. Lorsque son grand frère était président, là, c'est les mêmes prisons, là. Ça n'a pas changé, en tout cas. Et je ne pense pas que lorsqu'ils étaient aux affaires, et c'est comme ça qu'ils parlaient de notre justice. Et puis c'est comme ça aussi qu'ils traitaient nos prisons, puisque c'est eux qui avaient toute la latitude de pouvoir en améliorer les conditions de détention. Mais les avocats, ce qu'ils disent, c'est quand même aussi... Il faut comprendre, ils sont dans leur... J'aime ce mot-là, ils sont dans leur rôle d'avocat. Quand vous perdez cela de vue, vous êtes dans une passion et vous êtes dans des diatribes à n'en pas finir, oubliant que c'est un jeu de rôle. Ce sont des avocats qui défendent leurs clients face à 2 questions. Est-ce que la question d'extradition elle est politique? Est-ce que le processus judiciaire sera respecté en termes d'indépendance, d'équité et de justice à donner? Ce sont ces questions-là. Et puis, est-ce que sa vie sera sauve? Ce sont ces questions-là auxquelles, aujourd'hui, des réponses doivent être données pour qu'il soit extradé ou pas. Étant entendu que, entre le Burkina et ce pays qu'est la France, il y a des questions de coopération, il y a des accords. Maintenant, on n'extrade pas tout le monde dans toutes les conditions. Non, il faut s'assurer au moins, comme je dis, qu'il aura droit à un procès qui soit équitable et que sa vie sera sauve et qu'il n'y a pas le politique qui soit celui-là qui prime sur tout. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les avocats, eux, essaient au maximum de garder ce monsieur-là hors du Burkina Faso. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire comme argumentaire, ils le feront jusqu'à dire « Vous avez la vie de M. François Compaoré entre vos mains ». Comme si dès qu'il descend ici, on va massacrer ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils disent en plus? Ils disent une extradition vers le Burkina serait pour François Compaoré une extradition vers le chaos, l'enfer et la mort. Ça, c'est ce qui est dépend de ce qui attend le monsieur ici et tout. Mais bon, moi quand je regarde cela, on est au dernier acte d'une décision attendue. Parce qu'il a utilisé toutes les voies de recours. Je pense que c'est le dernier acte pour ce qui est de son extradition. Donc, après ça, le clair mot qui sera donné là, ça sera exécuté et puis on verra ce qui
ce qu'il aura. Maintenant, vous savez, c'est le rôle des avocats. Hein. Même s'il arrive qu'il est extradé, vous les verrez encore venir défendre son cas ici. Ce qu'ils ont dit là, ça, ils auront même oublié, c'est fini. Ce serait l'argumentaire à un moment donné pour une cause donnée. Passer cette étape, ils viendront aussi avec 2 argumentaires ici et puis ils feront leur procès tranquillement. Ils vous diront non, on n'a pas le droit d'aller, on n'arrive pas à le voir quand on veut, mais ils vous diront plus non. On disait que s'il arrivait, il allait mourir ou quoi que ce soit. Donc c'est l'avocat. C'est l'avocat, il est dans son rôle. Quelquefois, vous avez l'impression de l'insulte, vous avez l'impression du dédain, vous avez l'impression de l'injure, mais c'est l'avocat. Il peut tout dire pour défendre son client. Il faut le prendre comme ça. D'accord. Mais au fond, ce que je répète encore, c'est que M. François Compaoré sait, il connaît bien nos prisons. Et nos prisons là, c'est vrai que Madame la ministre dit oui, même si les conditions ne sont pas ceci. Les conditions ne sont pas bonnes. Allez voir nos prisonniers, vous allez voir que les conditions ne sont pas bonnes. Mais les conditions ne sont pas bonnes là. Blaise Compaoré, son grand frère, n'a pas amélioré quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, là, ça continue d'être ce que c'est. C'est pas là-bas là qu'il aura, c'est pas pour lui qu'il aura problème outre mesure. C'est là-bas tous les Burkinabés vont. Et puis il y en a qui ressortent, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est pas ça le souci en fait. Qu'ils viennent répondre des faits qui lui sont reprochés. C'est ça la question principale. Et puis le Burkina est passé par trop de choses. Les luttes là, y compris chasser Blaise et tout, c'est pour qu'on ait une justice qui soit indépendante. C'est pour qu'on ait une expression plus affirmée de ce qu'on a de nos institutions. De ça, ils ont peut-être fui, mais qu'ils viennent voir comment c'est devenu. Alors, juge Bourma-Vaal a dit en matière de droit, c'est le rôle de l'avocat de défendre son client en invoquant tous les arguments. Nous sommes dans ce cas de figure-là. Quelle analyse vous faites justement de ce qui a été avancé par les avocats du frère cadet du président Blaise Compaoré justement pour le tirer d'affaire? L'avocat est dans son rôle. Et puis, c'est un avocat français. Donc, je ne sais pas, il a vu de loin le Burkina ou il l'a vu de près, je ne sais pas. Mais c'est sa caricature, puisque nous sommes, quand on l'entend, il y a aussi ce mépris-là qui est là. C'est comme si ça ne devrait même pas être un honneur pour M. Compaoré même d'entendre son avocat dire ces choses-là de son pays. Je dis que ça ne devrait pas être un honneur pour lui, parce qu'il y a 14 ans, le même François Compaoré a esté de Burkinabé devant la même justice burkinabé, qui est délabré, où il va venir mourir, selon les termes de son avocat. Et je lis l'extrait de l'article de Ramata Souré quand l'événement a été condamné en son temps. Elle dit, lundi 22 janvier 2007, il est 20h57, dans le procès intenté par François Compaoré contre l'événement, Seydou Milogo, président du tribunal, a requis 2 mois de prison avec sursis et 600 francs CFA d'amende contre Germain Bitou Nama et Newton Ahmed Bari. Le journal devrait publier le verdict dans l'Observateur Palga, Le Pays et Siroya. Le frère cadet du président Blaise Compaoré reproche aux journalistes d'avoir attenté à son honneur et à sa dignité. Le dossier mis en cause est intitulé « Affaire Norbert Zongo », ainsi donc c'est lui. Mais M. Compaoré, c'est le nom qui est cité à tort ou à travers le dossier Norbert Zongo. L'histoire lui donne l'occasion de venir dire qu'il est blanc comme neige, comme il a toujours réclamé, en intentant même un procès pour laver sa dignité. Mais d'où vient maintenant que la même justice qui était capable de laver votre honneur et votre dignité ne soit plus capable de vous entendre? Je ne sais pas. C'est là où je n'arrive même pas à... C'est à ce niveau-là, sincèrement, que je n'arrive pas à comprendre. C'est devant cette même justice que vous avez esté. C'est cette même justice qui a déclaré le non-lieu. Et puis on a vaqué à d'autres occupations. C'est encore cette même justice qui veut vous entendre sur ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. On a besoin de faire tout ça pour ça. Ou bien vous avez réellement des choses à vous reprocher. Je ne sais pas. Donc, dans cette affaire-là, la question principale qu'on se pose, est-ce que réellement il veut venir répondre? Sinon, parmi ceux qui ne sont plus au Burkina, je l'ai toujours dit, il y en a qui ont été blanchis par cette même justice. Salif Moussa Kabouré est un exemple. Il n'était même pas là. Il a été représenté par ses avocats, mais il a été blanchi par cette même justice en son absence. Je dis bien en son absence. Mais qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit sur ce monsieur-là dans ce dossier?
Mais c'est cette même justice-là qui a même gagné en termes d'indépendance. Hein. Et aujourd'hui, il y a des Burkinabés d'ailleurs qui sont fâchés. Et il y a des autorités qui l'ont dit à demi-mot par rapport à l'indépendance du juge qui les inquiète. Parce qu'ils savent que la très grande indépendance des juges, à un moment donné, ça va pas être facile pour certaines autorités qui ont commis des choses. Mais comme il y avait la période des juges acquis, c'était aussi facile. Donc, comme il y avait les juges acquis, c'est se gérer. Donc, dites à M. Compaoré qu'il n'y a plus de juges acquis, où des ministres étaient fiers de sortir dire « Nous aussi, nous avons des juges acquis dans nos rangs ». Je me rappelle que après cette sortie en son temps, Guy Hervé Kam, qui dirigeait le syndicat des magistrats en son temps, était sorti pour dire au ministre de donner les noms des juges acquis et avait dit qu'il n'était pas... parce que quand c'est comme ça jette l'eau pauvre sur tous les magistrats. Lui savait qu'il n'était pas acquis. Il ne sait pas si son voisin est acquis ou pas, mais c'est mieux de divulguer cette liste-là de juges acquis pour qu'ils savent à quoi effectivement s'en tenir. Donc, quand vous avez des gens qui gèrent la République et qui sont contents de sortir pour dire qu'il y a des juges acquis, c'est normal. Parce que M. Compaoré pense que ça a toujours été comme ça. Non. J'ai dit, si cette même justice, il a eu le courage de faire confiance à cette même justice pour laver sa dignité, il devrait également avoir le même courage de venir cette fois-ci, pas en tant que plaignant, mais en tant que, comment on appelle ça, personne accusée dont on veut entendre pour savoir. Parce qu'on n'a pas dit qu'il est coupable ou quoi que ce soit. Donc, ça fait combien d'années, combien de temps, d'argent? Donc, et à son avocat, bon, en tout cas, il y en a qui sont ici, qui ne sont pas morts. Vous, au Gémouné, pardon, par les Burkinabés, condamnés, qui sont là, dans nos géoles. Comment on appelle ça? Parmi eux, il y a les voleurs de poulet, comme Geoffroy aime à le dire. Il y a aussi les grands messieurs qui se trouvent, mais qui sont là-bas. Donc, il y a aussi, je dis bien, en tant que Burkinabé, d'avoir le courage aussi de venir répondre. Et quand on a, en même temps, à un moment donné, été conseiller spécial d'un président de la République, parce qu'il n'était pas que Frère Kadé, il était aussi conseiller spécial sur les questions d'économie. Donc, quand on a été également conseiller spécial du président de la République, je pense que sur certaines questions liées aux détentions et autres, ils en ont souvent parlé, de la nécessité aussi d'améliorer les conditions. Ceux qui sont au pouvoir ont l'opportunité de regarder certaines choses de près. Parce que l'avantage, l'aspect positif aussi de la crise qu'on a eue, c'est qu'il y a eu plusieurs ministres qui ont vu la MACO, les maisons d'arrêt dans leurs conditions réelles. Des anciens DG, des anciens députés, des anciens ministres de la République et même un Premier ministre. Donc, qui ont vu les réalités des détenus et dans quelles conditions nos détenus vivent. Et nos autorités qui sont là et qui ont eu leurs proches, parce qu'il y a un ancien ministre du mandat et de, comment on appelle ça, du pouvoir actuel, Bouddha, qui a fait un séjour, il connaît, et c'est les autorités maintenant qui connaissent mieux. Donc, pendant qu'on y est, les hôpitaux, comme les prisons, il faut se mettre en tête que d'un jour ou l'autre, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Et quand on a le pouvoir d'arranger les choses, il faut le faire. Quand on n'a pas le pouvoir d'arranger, ça c'est différent. Donc, pendant toutes ces années-là, les conditions des détenus dans lesquelles le CDP a laissé, c'est les mêmes conditions qui sont là. Avec peut-être une légère amélioration des conditions de vie, de travail. J'ai dit une petite amélioration. Mais, comment on appelle ça? C'est dans les mêmes conditions qu'ils ont laissé là. Donc, je pense qu'il n'y a pas deux choses à faire. Maintenant, je dis pour l'avocat, moi je le comprends. Il est dans son rôle. Et puis, ne demandez pas à un avocat français de dire qu'un pays comme le Burkina est un bon pays. Parce que c'est toujours de haut. Et puis bon, en Afrique, il y a quoi? Donc c'est ce regard-là condescendant qui est même temps congénital, parce que c'est ce qu'on a mis dans la tête et il a cru, et c'est ça qu'il a
Il ne peut pas dire autre chose que ça. D'accord. Alors, au-delà du jeu des avocats, pour certains, le dossier Norbert Zongo, dans son avancée, est dans une situation irréversible et que tôt ou tard, on aura justement la vérité sur ce qui s'est passé sur le drame de Sapuy. Est-ce que vous nourrissez le même espoir? Mais évidemment qu'on nourrit cet espoir-là. Et parce que la justice aussi, c'est ça, hein, pour les proches, les parents de victimes, c'est d'avoir la claire vérité de ce qui s'est passé, de voir le coupable payer pour, et puis de commencer à faire son deuil. Je crois que c'est un peu le processus. Ce n'est pas de voir un genre d'impunité entretenue, et puis de ne jamais rien savoir jusqu'à partir rejoindre la personne disparue. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dans ce dossier, c'est aussi le même principe, c'est aussi ce même espoir-là qui est nourri. D'autant plus que, depuis combien d'années, anniversaire sur anniversaire, les choses n'ont pas bougé. Il a fallu que ceux qui étaient aux manettes là plient bagage un matin pour qu'on commence à avoir l'étau se desserrer sur ceux qui pouvaient apporter certaines vérités. Et c'est ce qui fait que le dossier, lui aussi, il est en train d'avancer. Pas seulement parce qu'il y avait des... C'est maintenant seulement que les vérités viennent, mais c'est maintenant aussi que la justice est beaucoup plus à l'aise aussi pour pouvoir continuer son travail. Parce qu'on connaît la question des pressions qui sont aussi menées dans le cadre de certains dossiers. Souvent, lorsque ça ne va pas dans le sens de ceux qui sont au pouvoir. Feu Salifou Diallo aimait parler de justice aux ordres, justice acquise et tout, avec des juges acquis et tout. Il sait de quoi il parle. Il savait de quoi il parlait en tout cas. Donc ça, c'est une réalité. Et dans ce cas de figure-là, pour celui de l'affaire Norbert Zongo, on se rend compte qu'il y a tellement d'éléments qui sont venus maintenant qui permettent d'aller plus vite. Mais je crois aussi que c'est ce qui inquiète ceux vers qui le doigt accusateur est pointé. Parce qu'ils savent les éléments qui pèsent aujourd'hui, qui sont en possession de la justice. Je crois que c'est ça qui fait craindre aussi beaucoup. Mais je pense que lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on vient, on y répond, et puis bon, quand il n'y a rien à y voir, tout le monde circule et puis c'est bon. Aujourd'hui, accuser la justice de tous les maux, et juste parce que, bon, ce n'est plus nous qui sommes au pouvoir, je pense que c'est un peu facile. Et même, c'est pas que ça, même dans l'argumentaire, il dit quoi? Que le Burkina Faso, on décrit le Burkina Faso comme un pays dévasté par l'insécurité et le terrorisme, l'appareil judiciaire délabré et corrompu, et un système carcéral désastreux. C'est-à-dire que tous les qualificatifs sont de l'ordre de... C'est du théâtre. C'est aussi il y a de la théâtralité dans la façon dont l'avocat est en train d'envoyer les choses. Mais pour les avocats, j'ai dit c'est un jeu de rôle. Souvenez-vous qu'en 2018, c'était Olivier Sûr, je crois. En son temps, c'était Olivier Sûr, oui, qui accusait, lui, le doyen des juges d'instruction du Burkina, je pense que c'est le juge Zerbo, non? Il l'accusait de faux en écriture. Il l'a accusé à parler de faux en écriture et qu'il allait il allait donner une suite à cela parce que, bon, on a arrangé des documents dans des PV et tout, ce n'est pas normal. Il a prêté même pas des intentions, il a accusé le doyen des juges d'instruction burkinabé d'avoir fait des faux en écriture. Et non seulement ça, il est allé plus loin. Il a accusé l'État burkinabé même d'avoir payé des billets d'avion pour certains, pour des témoignages et tout. Ce qui était quand même assez grave. Donc, dans la posture de défense de ce monsieur-là, le petit frère de l'ancien président, en tout cas, les avocats font feu de tout bois. Et si en tout cas il faut salir, il faut insulter, ils le font. Maintenant, je pense que l'oreille avec laquelle on devrait l'entendre, c'est une oreille un peu plus avisée, qui comprend que c'est un jeu de rôle et c'est le rôle d'un avocat qui est en train de défendre son client. C'est pas pour rien qu'on dit avocat, client, avocat. Donc vous comprenez ce que c'est. Voilà, c'est même pas par amitié qu'il dit tout ça. Bon, c'est son client, point bas, il le défend. Et après, quand viendra une autre étape, il aura un autre argumentaire qui nous sera sorti. Mais je dis encore une fois, il faut faire confiance en notre justice. Et puis quand on n'a rien à se reprocher, on vient et on répond et après on circule. Il y a en la matière aussi eu beaucoup de blocages. Et c'est-à-dire que c'est petit à petit que, voyant ce qui pourrait être un obstacle,
les choses ont été levées. Même si on a une opposition à un moment donné, mais certains partis qui sont de l'opposition qui disaient non, il y a eu des débats qui ont été posés, des changements de texte qui ont été faits à dessein et seulement, comment dire cela, à des dessins qui concernent d'abord des gens. Quand vous prenez le cas de la peine de mort, certains ont dit c'est à cause de François. Donc, vous voyez, mais, ok, tout ça c'est réglé. On a dépassé tout cela. Quand vous viendrez, c'est que sur un matin, on ne va pas vous injecter un sérum là pour vous dire que vous avez été condamné à mort, donc on va en finir. Ou bien, voilà, ça c'est fini. Donc, venez, vous allez répondre. Je crois que c'est... Il n'y a pas... Et les avocats, et au lieu de donner dans leur... dans ce qu'on connaît, ce qu'on entend aujourd'hui, ils préparent bien leur plaidoirie pour venir défendre le monsieur Aouaga. D'accord. Quand on parle du dossier Norbert Zongo, j'ai bien parlé de feuilleton judiciaire. On sait ce par quoi le dossier est passé de 98 à nos jours. Alors, quand on est à ce stade-là, où on parle d'une possibilité d'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, pour beaucoup, il y a eu du chemin et il faut garder espoir. Juste pour moi. Oui, bon, mais on ne peut pas, ça veut dire également qu'on peut juger sans François Compaoré au Burkina. Donc, il ne faut pas aussi faire de la fixation sur un homme. Quand le dossier est bouclé, puis qu'il continue de cristalliser les passions, je pense également que, selon les avocats, le dossier il est pratiquement bouclé, il peut être appelé à un jugement à tout moment. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aussi le faire et puis continuer? Dans plusieurs dossiers, il y en a qui ont été condamnés par contumace. Donc, je ne pense pas qu'il faille aussi faire de la fixation sur M. Compaoré. Maintenant, ceux qui gardent espoir, effectivement, qu'il va venir, parce qu'il y en a aussi qui en ont fait un combat de vie. Qui en ont fait un combat de vie, effectivement, ces derniers diront, bon, nous, notre objectif est enfin atteint. Au moins, il est là pour répondre. Pas forcément pour être condamné, mais au moins, il est là présent pour répondre, parce que j'ai dit bien ça, personne a toujours fait l'objet de polémiques dans le dossier Norbert Zongo. Des premières heures jusqu'à maintenant. C'est pourquoi j'ai dit l'histoire lui donne raison, lui donne l'opportunité de venir s'expliquer. Et ça ne dépasse même pas ça. Parce que lui-même, à un moment donné, était excédé et a esté en justice. Parce qu'il estime que c'est trop. Et ils ont même reproché à l'événement de faire du harcèlement sur M. Compaoré en son temps pour rien. Donc, c'est la même justice. C'est là où je n'arrive du tout pas à comprendre. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Donc, je pense que c'est cela, mais je pense aussi qu'il ne faut pas faire de la fixation. Parce que j'ai dit c'est un dossier qui cristallise les passions. Madame Zongo, donc la mère de Norbert, est partie sans avoir vu le dossier dénoué, dans les conditions également. Donc, je pense qu'il faut, de mon point de vue, il faut évoluer. Mais maintenant, son arrivée, c'est aussi important parce qu'il y a des Burkinabés également qui veulent le voir répondre. Être là et puis dire oui ou non. Mais parce qu'il y en a également qui croient à la présomption d'innocence, quoi. Mais à cet endroit, il y en a qui disent est-ce que c'est pas parce qu'il a des choses à se reprocher qu'il ne veut même pas venir? Donc, c'est lui seul qui peut dire pourquoi. Est-ce que c'est vrai ou j'ai dit bien, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a des témoignages qui l'accablent ou qui le déchargent? Mais bon, voilà. J'ai dit le Burkinabé aussi, c'est le courage d'affronter un certain nombre de choses qui vous sont reprochées. C'est ça aussi, être Burkinabé. Donc, de mon point de vue, c'est aussi longtemps qu'il va rechigner à ne pas rentrer, aussi longtemps il entretiendra également le doute. Mais ça n'empêche pas que des gens puissent... parce que quand il a été interpellé en France, des Burkinabés, même des spécialistes du droit, et même des avocats chevronnés, avaient écrit pour dire qu'il ne va pas venir parce que le Burkina n'aura même pas l'extradition. Au début, ils ont dit c'est pas possible. Il ne faut même pas rêver. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes là qui passent de cour en cour. Parce qu'après la Cour de cassation, si c'est favorable qu'il doit être extradé, ils visent la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, situation des personnes déplacées au Burkina Faso en lien avec la crise sécuritaire et débat autour de l'extradition de François Compaoré. Voici les deux sujets qui ont été retenus pour la présentation, pour la présente convocation, 5e et dernière de la semaine. C'est avec justement ces analyses et clés de lecture que nous allons mettre un point final à la présente convocation en se donnant rendez-vous lundi pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, rester fidèle au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.